Tu achètes une formation e-commerce. On te dit, voilà, 20 étapes pour faire une boutique. Tu fais les 20 étapes, tu fais une boutique, tu gagnes pas d'argent. Qu'est-ce que 99% des gens dans cette situation, ils font? Ils vont faire de la crypto. Après, ils vont faire de la crypto, ils perdent leur argent. Ils vont faire quoi? Ils vont faire du trading. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il faut choisir avec le cœur le domaine. On peut gagner de l'argent en crypto, on peut gagner de l'argent en trading, on peut gagner de l'argent de plein de façons. Mais une fois qu'on a choisi, qu'on a fait la méthode, qu'on a acheté la formation et que ça n'a pas marché, il n'y a qu'une seule chose à faire, recommencer. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas, j'ai envie de prendre une consultation avec Oussama. Quels sont tes accomplissements pour dire que tu es la personne crédible afin d'aller chercher cette consultation? Dans la francophonie, je suis une des personnes qui a fait le plus de deal venture. J'ai aidé à lever plus de 1,5 milliard dans des startups early stage. C'est une chose de lever des milliards dans des startups late stage, mais en early stage, 1,5 milliard, ça fait beaucoup de deals. Je te fais une prédiction dans ce podcast et tu verras, ça paraît complètement dingue, mais tu vas voir qu'ils vont retirer les sanctions sur l'argent russe, va revenir dans le réseau SWIFT et avec la réintroduction du réseau SWIFT, d'un seul coup, on va découvrir que tout l'argent russe va réapparaître d'un coup dans le marché monétaire et il va être investi massivement aux US et pas en Chine parce que l'alliance Russie-Chine, elle n'a pas marché. Ok, let's make money tomorrow, tu vois. Le mec me dit, bah viens, on fait une entreprise locale pour mettre l'argent, le contrat. Et je reçois un email de l'avocat avec les papiers, et il y a 5 pages. Je dis, mais ils sont où les contrats? Ah, Habib, ils sont là les contrats. Je dis, elle est où l'analyse fiscale? Comment tu vas payer les impôts, machin? Et il n'y a pas d'impôts. Pourquoi on ferait des analyses fiscales? Je pense qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce qui est en train de se passer avec Trump, parce qu'en fait, il représente un choix américain un peu spécial. Les États-Unis sont une superpuissance. Une superpuissance a toujours un ennemi. Pendant très longtemps, la superpuissance américaine avait comme ennemi la Russie, et donc avait comme allié naturel l'Europe. Trump a une obsession, depuis 30 ans, c'est que l'ennemi, c'est les Chinois. Et s'il faut sacrifier l'Europe sur l'autel de la Russie, il le fait sans souci. L'un des mecs les plus riches que je connaisse de ma vie, il vend des allumettes en Inde. Et les milliardaires, ils vendent des allumettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un fou furieux, depuis 40 ans, il fait que ça. Il a démarré dans la rue à vendre des allumettes dans la rue, puis après il a eu une boutique, après il a eu une usine, après il a commencé à racheter les autres usines, après il a fait la plus grosse usine des usines. Alright, comment vas-tu, Oussama? Super, et toi? Ça va super bien, la légende, le seul et unique Oussama. Merci beaucoup pour ce podcast. Ça fait un certain moment que je regarde tes vidéos, tes balados, ainsi que tes séminaires que tu fais. Très, très captivant. Alors, c'est comme ça que je suis devenu un fan, en regardant un peu, surtout les séminaires où tu parles de business. Ce que j'aime avec toi, tu es un bon narrateur, tu es un bon storyteller, et ça garde l'attention de beaucoup d'entre nous, surtout du monde dans l'entrepreneuriat comme moi. Il faut faire un peu plus que la moyenne. C'est-à-dire qu'il faut être bon pour garder mon attention. Hein, il faut le captiver, puis tu le fais très bien. Et j'imagine que c'est pas mal la situation pour plusieurs d'entre nous. Donc, Oussama, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te laisser. Il n'y a pas meilleur que toi-même pour donner une belle introduction. Donc, qui est Oussama Amar? D'où viens-tu? Où tu habites? Et quelle est ton adresse sociale? Je m'appelle Oussama Amar, je suis né au Liban, j'ai grandi entre la France et le Brésil. Aujourd'hui, je vis à Dubaï après avoir vécu aux États-Unis, à Hong Kong, à Londres. J'ai la chance de toujours avoir été un entrepreneur. J'ai créé un premier site internet quand j'avais l'âge de 12 ans, et puis à 15 ans, j'ai créé ma première marketplace. À 19 ans, j'avais ma première vraie société. Donc, j'ai jamais travaillé pour personne, j'ai toujours été un entrepreneur. Et en 2013, j'ai créé un incubateur de start-up en Europe qui s'appelle The Family, qui a eu un très gros succès, que j'ai dirigé jusqu'à mon départ en 2020, où en 2020, je me suis fâché avec mes associés. Puis de 2020 à 2024, on s'est tapé dessus. Et pendant ce temps-là, j'ai vécu à Dubaï et j'ai commencé à faire ce que j'aime faire le plus au monde, à savoir vraiment aider des gens à créer des entreprises ambitieuses. Et c'est pour ça que j'aime bien me présenter. Quand les gens me disent c'est quoi ton métier, j'aime bien dire I'm your favorite co-founder. J'aime bien être pas le numéro un, mais aider dans le background et être capable de processer, de stratégiser, de lever des fonds, de faire tout ce qu'un cofondateur peut avoir besoin. Et j'ai la chance aujourd'hui de le faire dans pas mal d'industries,
J'ai une boîte dans l'immobilier, j'ai une boîte dans les dessins animés, j'ai une boîte dans le conseil. Et donc, petit à petit, je suis en train de rebâtir un petit empire de zéro. Empire de zéro. Merci pour l'introduction, Oussama. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te voit aller, j'ai envie d'aller prendre une consultation avec Oussama, par exemple. Quels sont tes accomplissements pour dire que tu es la personne crédible d'aller chercher cette consultation? Je pense que dans la francophonie, je suis une des personnes qui a fait le plus de deals venture et startups, puisque j'ai aidé à lever plus de 1,5 milliard dans des startups early stage. OK. C'est une chose de lever des milliards dans des startups late stage, mais en early stage, 1,5 milliard, ça fait beaucoup de deals, avec des deals en moyenne entre 1 et 3 millions. J'ai été du zéro à l'IPO de plusieurs boîtes iconiques, dont par exemple Capitaine Train en France, qui est devenu Trainline. J'ai eu la chance d'être au tout début d'aventures comme Algolia, qui est une des plus grosses boîtes de Y Combinator et qui aujourd'hui vaut plusieurs milliards. Donc j'ai eu vraiment la chance en fait d'être au bon endroit au bon moment plusieurs fois et d'avoir beaucoup appris de ça. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir fait énormément d'erreurs, d'avoir fait énormément de bêtises et donc d'avoir beaucoup appris de ça. Un monde, quand on est très actif, on fait des bonnes choses, on fait des mauvaises choses. Et je pense que ce qu'on cherche quand on est entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des cicatrices pour nous éviter nous-mêmes les blessures. Et de ce point de vue-là, je pense que j'ai des sacrées cicatrices et que malgré les cicatrices, je suis resté vivant et je suis toujours là dans le business après 20 ans avec la même bonne humeur. Wow. C'est tout un parcours que tu as eu, Oussama. Dis-moi, présentement, tu es à Dubaï, n'est-ce pas? Oui, je vais à Dubaï. Ouais. Tu as eu un parcours de vie au Brésil qui n'a jamais été. J'ai toujours voulu aller là-bas juste pour la culture brésilienne, c'est incroyable. Et tu as aussi dit que tu as de la famille au Canada, à Montréal. Quand on s'est parlé la première fois, tu as dit que un certain membre de ta famille habite ici à Montréal. Et une bonne partie de ta vie, tu as habité en France. Pourquoi? On va aller dans le vif du sujet. Pourquoi Dubaï? Je comprends que Dubaï, c'est le mecca présentement de business. Hein. Tout le monde parle de Dubaï, Dubaï, Dubaï. Mais quelqu'un qui habite là, tu vas être qui a peut-être tu as les capacités de comparer un peu avec France et même les États-Unis, parce que je pense que tu as aussi... J'ai vécu à San Francisco pendant 4 ans. 4 ans, tu vois. Donc, ouais. Pourquoi on parle autant de Dubaï actuellement comme le pays, l'État à y être, surtout en affaires? Alors, c'est marrant parce que paradoxalement, je ne suis pas sûr que c'est un des meilleurs endroits en affaires, en fait. C'est un des meilleurs endroits pour les... Ce n'est pas le meilleur endroit, c'est ça que j'ai compris? Non, ok, je ne pense pas. Ouais, intéressant. Je pense que c'est le meilleur endroit pour les hommes d'affaires. C'est un paradis de vie extraordinaire, mais c'est un endroit, je pense, qui est quand même beaucoup plus pour les gens qui ont déjà réussi. Je pense que c'est dur de venir à Dubaï et de partir de zéro. C'est pas encore le rêve américain, Dubaï. Dubaï, c'est vraiment the pirate islands of successful pirates that get together. Tu vois, il y a un petit côté comme ça, île au trésor. Alors, on va être très très clair. C'est un city-state et donc ça a tous les avantages du city-state, c'est-à-dire que c'est facile à organiser, c'est facile à changer, c'est facile à itérer. Deux, c'est évident à quel point le gouvernement est compétent. Je pense que c'est, pour moi, de toute ma vie, de très, 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 très loin, le gouvernement le plus compétent auquel j'ai eu affaire, à tous les niveaux. C'est hallucinant. On est tellement habitué que le public sector ne soit pas aussi bon que le private sector. Et là, en fait, le secteur public est meilleur que le secteur privé. Et ça, c'est vraiment fabuleux à voir. Je pense que l'équivalent, c'est un peu Singapour. Mais Singapour, c'est au prix
tu vois, d'une rigidité extrêmement forte. Dubaï, ils ont réussi à faire un mélange entre la Suisse, Singapour, les États-Unis. C'est une dictature, mais c'est très libéral. C'est une dictature, mais c'est très démocratique. Il y a des consultations, il y a beaucoup d'harmonie, de patience, de volonté de faire les choses mieux. Et résultat, tout ce qui fait la vie de quelqu'un, à savoir la santé, l'éducation, la sécurité, les transports, la nourriture, le bien-être, l'entertainment, Dubaï est numéro 1 dans tout. Et c'est vraiment la devise, c'est la devise de l'émir de Dubaï et il a réussi ce pari-là. Après, c'est une ville jeune. Je pense qu'elle est au tout début de sa maturité business et entrepreneuriale. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être interrogé par quelques membres du gouvernement qui m'ont dit, en fait, ici, les membres du gouvernement sont toujours dans What can we do better? À chaque fois que tu rencontres un mec, moi, j'ai fréquenté des hommes politiques en France. Si tu veux être ami avec un homme politique en France, il faut lui dire que son pays, c'est la grande France, qu'il est incroyable et qu'on est mal compris. Tu vois, si tu lui dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne va pas t'aimer. Les politiques en Angleterre, ils s'en foutent, ils ne veulent pas te rencontrer, machin. Aux US, ils sont très obsédés par what can we do less, tu vois, federal government is bad. Dubaï, non, c'est vraiment une volonté de, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de meilleur? Et tu vois, moi, je leur ai partagé le sentiment qu'aujourd'hui, l'enjeu pour Dubaï, c'était d'attirer des gens moins successful et de donner des opportunités à des gens qui vont vraiment construire leur vie à Dubaï. Et comme American Dream, est-ce qu'ils arriveront à créer Dubai Dream? Et c'est sûr que s'ils arrivent à faire ça, ils risquent de mettre un très, très, très good game over à beaucoup, beaucoup de régions dans le monde. Quand j'ai dit que tu es captivant, je te posais une question. Tu as fait l'histoire de la Suède, la France, c'est incroyable. Merci, merci. Puis dis-moi, si j'ai bien compris, quelqu'un qui commence de zéro, il va avoir la difficulté à Dubaï. Le coût de la vie doit être certainement assez élevé. Mais quelqu'un qui est bien connecté, par exemple, toi, quand tu es allé à Dubaï, tu étais assez bien connecté, tu étais, on peut dire, populaire, donc tu avais la facilité à te connecter avec du monde qui sont déjà établis là-bas. Donc, j'imagine que si tu viens avec un bon réseau, ça peut être utile, puisque c'est une des raisons pourquoi Silicon Valley existe, ça a été si populaire et encore aujourd'hui, c'est parce que toutes les compagnies de tech sont là-bas. Alors, s'ils veulent se connecter, s'ils veulent raise money, augmenter leurs fonds, donc aller chercher plus d'argent, ben, évidemment, le fait d'avoir tout le monde dans cette ville, ça aide. La proximité amène des opportunités. Même chose pour Dubaï actuellement. Es-tu d'accord avec moi? Exactement, 100%. 100%. Et puis, tu sais, en fait, c'est assez marrant, hein, mais une société à Dubaï, ça coûte 10 000 € par an. Donc la barrière à l'entrée, elle est psychologiquement élevée, en fait. Tu vois, une société aux États-Unis, si tu fais une Delaware Company ou Wyoming Company, ça coûte 60 $ par an. Tu vois, moi, je trouve qu'on voit la philosophie d'un pays dans combien ils te facturent pour créer une boîte. Ouais. Et donc, Dubaï, le message qu'ils envoient, c'est welcome, entrepreneurs, venez chez nous. Mais bon, seulement si vous pouvez payer 10 000 € tous les ans. On ne veut pas trop les gens en dessous. Toi, personnellement, Oussama, j'aime ça avoir la perspective de la personne qui vit là-bas. À quel point c'est magnifique à Dubaï? As-tu des exemples concrets que tu peux nous donner pour partager? L'objectif, c'est pas que j'envoie mon monde à Dubaï, c'est juste bien comprendre parce que tout le monde en parle actuellement. Donc, en fait, à quel point ça a été bénéfique d'être à Dubaï? As-tu des exemples concrets pour moi? Alors, moi, je vais te donner 3 histoires vraiment qui, même jusqu'à présent, je suis halluciné de les avoir vécues. Tu vois, moi, un de mes métiers, c'est d'aider les deals à lever des fonds. Donc, tu as une startup qui a besoin de lever des fonds, tu mets de l'argent. Et un des trucs que j'aime bien faire, c'est investir dans des startups de Y Combinator. Quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai voulu créer un petit fonds d'investissement pour investir dans des startups de Y Combinator. Moi, des fonds d'investissement en France et en Europe et aux US, j'en ai fait des dizaines dans ma vie.
Je peux faire le process les yeux fermés en dormant, etc. Je commence à pitcher un premier rendez-vous et le type il me dit c'est génial, mais pourquoi si peu d'argent? Je sais pas, enfin c'est déjà beaucoup d'argent. Ouais, mais on peut pas mettre plus. En 20 ans de business, j'avais été jamais dans un rendez-vous où c'est le client qui me dit qu'il veut mettre plus d'argent. Jamais. J'avais jamais eu cette philosophie. Bon, tu dis, OK, très bien. Donc, au lieu de, normalement, un roadshow pour un fonds d'investissement, c'est 6 mois. Là, on avait fait le roadshow en 3 semaines. Et quand tu prends un rendez-vous avec quelqu'un à Dubaï, c'est demain. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 3 mois. Tu sais, c'est des villes un peu comme Hong Kong ou San Francisco à la grande époque, ou New York, c'est OK, let's make money tomorrow, tu vois. Et donc là, je reçois, donc je prends un avocat, le mec me dit, bah viens, on fait une entreprise locale pour mettre l'argent, le contrat et tout. Et je reçois un email de l'avocat avec les papiers, et il y a 5 pages. Et je dis, mais ils sont où les contrats? Ah, Habibi, ils sont là les contrats. Je dis, je comprends pas. Je dis, elle est où l'analyse fiscale? Parce que le premier truc que tu fais quand tu fais un fonds aux US ou machin, c'est analyse fiscale. Comment tu vas payer les impôts, machin. Et il n'y a pas d'impôt. Pourquoi on ferait des analyses fiscales? Ah oui, c'est vrai. Et là, tu te rends compte qu'en fait, toi, dans ta vie, tu as passé des heures et des heures et des heures en réunion pour ne pas payer d'impôts. Là, il n'y a pas d'impôt. Après, tu dis, non, c'est vrai, oui, OK. Et il est où le management package? Il n'y a pas de management package. Tu payes ce que tu veux. OK, tu prends ta part de profit, ah bah oui, c'est vrai, il n'y a pas d'impôt sur les salaires. Et en fait, quand tu te rends compte de toutes les couches de complexité qui ont été supprimées, et qu'en fait, un deal, c'est juste 2 personnes d'accord qui se tapent dans la main, et le contrat, il fait 5 pages, et si tu ne le respectes pas, tu vas en prison, parce que c'est la contrepartie d'un système aussi simple. Ouais. Là, tu dis, mais c'est le paradis, en fait. C'est ça le système business que je veux. Et ça, mentalement, ça te change. Et ça, c'est accompagné d'un deuxième truc, qui est la sécurité. À Dubaï, la sécurité, elle n'est pas juste que tu mets ton portefeuille dans la rue et personne ne te vole ton argent. Non, la sécurité, elle est que quand tu rencontres quelqu'un, que tu fais un deal avec quelqu'un, que tu tapes dans la main avec quelqu'un, tu sais qu'il ne va pas t'arnaquer parce que sinon, il va aller en prison. Tu sais qu'ici, tu fais un chèque sans provision. Tu sais, tu fais un chèque et le chèque bounce. Ouais. NSF. On te met en prison le temps que tu rembourses l'argent. Combien de temps de prison? Le temps que tu rembourses, si tu rembourses en 24 heures, tu es 24 heures. Si tu rembourses en 3 mois, tu es 3 mois. Si tu rembourses en 1 an, tu es 1 an. C'est incroyable. Et quand tu reçois un chèque, tu vois, ici, quand quelqu'un te fait un chèque, tu n'as pas peur. Tu te dis, personne n'est assez fou pour faire un chèque qui va pas. Et donc ça, c'est la deuxième grande valeur de Dubaï, c'est la sécurité. Et la troisième, c'est que la simplicité et la sécurité, ça crée la bonne humeur. Parce qu'en fait, quand tu regardes le niveau de complexité de faire un deal en Europe, au moment où tu arrives à la signature du deal, moi, la dernière levée de fonds de The Family qu'on a faite avec un fonds suisse, le contrat, il fait 932 pages. C'est 9 mois de travail pour faire ce contrat. Quand tu as un contrat de 932 pages et que tu signes, tu es dégoûté. Tu n'as plus de bonne humeur. Là, ils t'ont retiré toute la vie de l'intérieur, toute l'âme. Et en plus, tu ne sais même plus le business que tu veux faire. Parce qu'entre le début du contrat et la fin du contrat, tu n'es même plus au courant de ce que tu voulais faire comme business. Ici, comme il n'y a pas ça, les gens, ils sont heureux. Il y a vraiment une joie de vivre, une simplicité de vie, une douceur de vivre que je n'ai jamais trouvée nulle part ailleurs. Et qui ressemble beaucoup à quand tu vois les films sur New York dans les années 80, où les mecs ont l'air de, tu sais, construits en Manhattan, la grande époque, et ils ont l'air, tu vois, d'être très, très, très heureux à faire du business. Et bien ça, c'est Dubaï aujourd'hui. Penses-tu que ça va changer à un certain point, un certain temps? Ça change toujours. Ouais. Les bons moments ne durent jamais. Évidemment, Dubaï va comme tout. En fait, c'est des fenêtres. Je pense que Dubaï a une fenêtre de 15 ans. Et puis après, comme partout, il y aura des excès, des gens qui auront abusé. Alors, ils vont mettre des règles pour pas que les gens abusent. Et puis après, ils vont complexifier le système. Enfin, peut-être pas, mais c'est comme ça partout. Parce que, je veux dire, la France, tu sais que, regarde, l'un des pires pays au monde aujourd'hui législativement, c'est la France.
je ne sais pas à quel point les Canadiens comprennent la catastrophe française, mais le droit du travail en France, c'est-à-dire le code du travail, c'est-à-dire ce que tu es censé en tant qu'entrepreneur savoir par cœur quand tu embauches quelqu'un, est passé de 40 pages en 1900 à plus de 26 000 pages aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en théorie, nul n'est censé ignorer la loi. Un entrepreneur français est censé connaître 26 000 pages du code du travail pour embaucher quelqu'un. Il n'y a pas, tu vois. Et donc, en fait, cette folie de complexification, il est dur d'imaginer qu'entre 1815 et 1903, la France était un paradis libertarien. La part de l'État en France dans cette période-là, c'était moins de 10% du PIB. Aujourd'hui, la part de l'État dans le PIB, c'est 57%. Donc, forcément, tu vois, ça a mal tourné. Pourquoi Dubaï ne tournerait pas mal au bout d'un moment? J'en sais rien. Et peut-être que parce que Cheikh Maktoum a fait un tel travail de vision, de construction que ça va perdurer. Mais moi, je pense que comme partout, ça va très bien et puis ça va moins bien et puis peut-être que ça va mieux. Et puis, tu vois, c'est des balanciers qui sont tout à fait naturels. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fenêtre de 15 ans qui arrive, elle va être exceptionnelle. Et d'ailleurs, je pense que les gens vont être surpris de la puissance de Dubaï dans les 15 ans qui viennent. Et tu es en train de me dire que le 15 ans n'est pas encore commencé? N'a pas encore commencé? Non, il n'a pas commencé. Là, le Dubaï n'est qu'au tout début de son histoire grandiose, de son âge d'or. Je pense que l'âge d'or de Dubaï a commencé avec le Covid. Puis avec la compétition, de l'Arabie Saoudite, là, qui essaye de faire quelque chose comme le Dubaï avec leur cité murale. Zéro impact. Au contraire, si l'Arabie Saoudite échoue à se développer, ça ne changera rien pour Dubaï. Si l'Arabie Saoudite réussit à se développer, ça va faire monter Dubaï encore plus haut. Dans quel sens ils vont pouvoir s'échanger? Ils vont profiter des deals, ils vont profiter de l'énergie, ils vont profiter du géant régional. L'Arabie Saoudite essaie de se présenter comme la nouvelle Suisse, un pays neutre et stable. C'est très bon pour Dubaï, ça. Parfait. Puis maintenant, prenons l'avion jusqu'aux États-Unis maintenant. Et le Brésil, avant de rentrer dans les sujets d'entrepreneuriat. Si tu compares les États-Unis avec Dubaï, est-ce que tu dirais la même chose que la France? Évidemment, on peut pas nécessairement comparer la France et les États-Unis. Les États-Unis, c'est encore une terre prospère, tu vois. Les États-Unis, c'est un pays à part. Les États-Unis, c'est le pays qui a compris comment faire ce que personne n'a compris faire, en gros, l'entrepreneuriat et l'innovation, et qui est incapable de faire ce que tout le monde a fait. Pas t'empoisonner dans la nourriture, avoir une bonne santé, avoir des infrastructures qui fonctionnent, ne pas faire te tirer dessus dans la rue, pas être hystérique dans le moindre débat public. Et vraiment, pour moi, c'est le pays énergie inverse. Ils ont réussi à faire ce que personne n'arrive à faire, même Dubaï, parce que Dubaï n'a pas réussi à craquer le code de l'entrepreneuriat type Elon Musk, type Google, type Nvidia, type OpenAI. Mais ils sont incapables de faire ce que Dubaï fait. Et tu vois, la supply food aux US est catastrophique. Je ne sais pas si tu vas des fois aux États-Unis, mais tu compares, par exemple, manger au Canada et manger aux États-Unis, même quelque chose de qualité, c'est du poison. RFK, en ce moment, il est en guerre contre tout ça. Moi, je me souviens, j'ai vécu 4 ans aux États-Unis. Je n'arrivais pas à trouver un yaourt nature sans sucre. Parce que même dans les yaourts nature, ils mettaient du sucre. Donc tu dis, bon, ok, c'est compliqué quand même. Ensuite, ils ont un véritable problème de système de santé. Tout le monde dit que la santé aux États-Unis, c'est catastrophique parce que si tu as un cancer, tu perds ta maison et tout ça. Ça, c'est des conneries. 95% des Américains sont assurés. Le problème et le drame de la santé aux États-Unis, c'est le prix des assurances et le prix de la médecine. On parle d'un pays développé qui paye ses médecins, ses infirmières et son coût de la santé 20, 30, 40 fois plus cher que Dubaï, par exemple, qui est une des meilleures santé du monde. Tu prends une opération pour un cancer aux États-Unis, une opération pour un cancer à Dubaï, cost, ça n'a rien à voir. Transport, on n'en parle pas, c'est catastrophique. Le fait que tu puisses te tirer dessus et que ton enfant puisse être brainwashé à l'école pour devenir une petite fille ou un petit garçon,
Puis c'est des délires. Tu dis, mais les États-Unis, ils sont dans ces excès de droite, de gauche, de débat, de violence qui sont assez incompréhensibles. Mais ils ont le monopole de l'innovation, ils ont le monopole de la puissance. Et d'ailleurs, je pense qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce qui est en train de se passer avec Trump. Parce qu'en fait, Trump, il représente un choix américain un peu spécial, qui est que les États-Unis sont une superpuissance. Cette superpuissance a un ennemi. Une superpuissance a toujours un ennemi. Pendant très longtemps, la superpuissance américaine avait comme ennemi la Russie et donc avait comme allié naturel l'Europe. Trump a une obsession depuis 30 ans, c'est que l'ennemi, c'est les Chinois. Et ça fait 30 ans qu'il en parle. Pour lui, China est l'ennemi. Et quel est le meilleur coup que tu peux faire aux Chinois? C'est de t'allier avec les Russes. Parce que les Russes, soit ils vont être aligned with China, soit ils vont être aligned with the West. Et ce que Trump est en train de dire, c'est que de toute façon, l'Europe ne vaut rien. Et s'il faut sacrifier l'Europe sur l'autel de la Russie, il le fait sans souci. Parce que lui, son obsession, ce n'est pas l'Europe, c'est la Chine. Et donc, lui, il pense qu'il vaut mieux US plus Russie pour tuer Chine que US plus Europe. En gros, pour plein de raisons, il pense que l'Europe, c'est une gentille bande de tocards. Mais on en pense ce qu'on veut de cette dynamique de géopolitique, mais c'est d'une simplicité naïve complètement dingue de vouloir ramener les rapports géopolitiques à autre chose que des rapports de force. Et de ce point de vue-là, la raison pour laquelle l'innovation est tellement puissante aux US, c'est parce que c'est la lance de leur rapport de force. Les Américains ont besoin des entrepreneurs les plus innovants, les plus disruptifs, les plus puissants au monde, parce que c'est comme ça qu'ils imposent leur puissance économique, militaire, stratégique au reste du monde. Et beaucoup de gens ont dit que l'Empire américain allait décliner. Beaucoup de gens nous ont expliqué que le dollar était mort, que les BRICS allaient gagner, que je ne sais pas quoi. Il suffit juste d'un président américain, ami des Saoudiens et des Russes, pour que d'un seul coup, ils veulent tous du dollar, ils veulent tous être amis, ils veulent tous revenir. Et je te fais une prédiction dans ce podcast, et tu verras, ça paraît complètement dingue, mais tu vas voir qu'ils vont retirer les sanctions sur l'argent russe. La Russie, je pense que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, va revenir dans le réseau SWIFT. Et avec la réintroduction du réseau SWIFT, d'un seul coup, on va découvrir que tout l'argent russe va réapparaître d'un coup dans le marché monétaire et il va être investi massivement aux US. Je te le signe en 1. Et pas en Chine, parce que l'alliance Russie-Chine, elle n'a pas marché. OK. Si tu vas dans cette optique, présentement, la dernière nouvelle, BRICS ont signé l'Indonésie, qui a une très grande population. Je pense que BRICS contient environ 60% de la population mondiale. Oui. Alors, tu es en train de me dire que la Russie va reculer en arrière. Je pense que c'est eux qui ont mis en place BRICS. Ouais. Ils vont reculer en arrière pour se joindre les États-Unis. C'est ça que tu es en train de me dire? Exactement. Et tu verras que Brésil, Inde, ils vont tous s'aligner. Ah ouais, c'est une grande... J'aurais fait la prédiction en public. On se retrouve dans 2 ans et on regarde le résultat, mais c'est évident pour moi. Parce que, en fait, qu'on le veuille ou non, l'alignement idéologique de tous ces pays-là, la Russie est beaucoup plus proche idéologiquement d'un président conservateur américain que d'un président chinois. Parce qu'en fait, il y a un truc que personne n'a compris. Et c'est quelque chose que moi, je vois de mes yeux à Dubaï. C'est que la raison pour laquelle la Russie n'arrive tellement pas à s'intégrer avec la Chine, c'est que tous les Russes ont une haine du communisme viscérale. Les plus anticommunistes du monde, finalement, les Américains sont beaucoup plus communiste-friendly ou socialist-friendly qu'un Russe moyen. Les Russes, ils ont tellement été défoncés, massacrés, torturés par le communisme, qu'en fait, ils voient chez les Chinois une faiblesse dans leur système communiste et c'est plus fort qu'eux, en fait. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où on nous fait croire que l'idéologie n'existe pas, mais l'idéologie, ça reste réel. La proximité culturelle, la façon dont on se sent bien. Et comme McDonald's a fermé en Russie, je ne sais pas si tu te souviens de ces scènes, mais on parle de millions de Russes qui ont fait la queue pour manger un Big Mac.
Il n'y a aucun équivalent du Big Mac chinois en Russie, en fait. Personne ne fait la queue pour manger des beignets de vapeur. Et et moi, j'adore les beignets de vapeur, je les préfère même au Big Mac, mais c'est pas anodin, en fait. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ben, merci pour ce cours d'histoire, Oussama. C'est très, 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 très captivant. J'adore la géopolitique, donc on peut en parler très longtemps. Et étant donné que tu viens bientôt à Montréal, en septembre, je veux aussi qu'on discute de l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, ce que j'aime avec mon audience et pourquoi l'audience m'aime beaucoup, c'est que j'ai commencé il y a 5 ans, durant le COVID, dans le sous-sol de mes parents, à faire des podcasts. Et j'ai jamais dit à personne que j'étais dans le sous-sol. Et avec le temps, j'ai progressé car j'ai interviewé pas mal tous les top entrepreneurs ici au Québec. Par la suite, je suis allé dans l'ouest du Canada. Aujourd'hui, je touche beaucoup les États-Unis, dont j'ai interviewé Patrick Bet-David, Neil Dingra, Ryan Serhant. Maintenant, je rentre un peu à Dubaï, à Dubaï en France avec notre cher ami Oussama. Et la raison pourquoi mon audience m'aime bien, c'est parce que je progresse avec eux. Donc, ils m'ont connu tout jeune, à l'âge de peut-être 25 ans, à être simplement curieux de l'entrepreneuriat en posant des questions très, très basiques sur la mentalité, le mindset, la discipline. Puis aujourd'hui, mes questions sont un peu plus, profondes. C'est plus sur comment lever des fonds. C'est comment bâtir un leadership. C'est comment augmenter la valuation de ta compagnie, valuation of your company. Donc, mes questions que j'ai pour toi, c'est vraiment un peu plus poussé au niveau de levée de fonds, car je suis en acquisition actuellement d'une compagnie technologique et je suis curieux de savoir, quelles sont les bases fondamentales pour pouvoir réussir à vendre un projet technologique, parce que la majorité de tes projets, c'est technologique. Je n'ai pas trop fait mes recherches sur The Family, que tu as discuté. Technological startups. Ouais. Comment? C'est un startup technologique. Okay. Donc, quelles sont les bases qui sont nécessaires pour avoir une chance dans ce monde où tu dois lever des fonds? Écoute, lever des fonds, en fait, c'est comme n'importe quel exercice de sales. Il faut comprendre ce que le client en face cherche, en fait. Parce qu'on adore parler de levée de fonds, mais moi, ce que je dis toujours aux entrepreneurs, il ne faut pas parler de levée de fonds, il faut parler de vente de fonds. Parce que c'est un exercice de vente, et comme tout exercice de vente, ça répond à une logique très simple. C'est de comprendre le besoin. Et c'est là où, en fait, les entrepreneurs manquent de jugeote, c'est qu'ils ne comprennent pas que l'argent n'est pas égal. Par exemple, quelqu'un qui cherche à investir pour faire du marketing, il n'a pas les mêmes critères d'investissement que quelqu'un qui cherche à investir pour gagner de l'argent, qui n'a pas les mêmes critères que quelqu'un qui cherche à investir pour gamble à la loterie. Tu vois? Et en fait, quand tu veux lever des fonds, il faut véritablement comprendre c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses et quel type d'investisseur à qui tu peux parler. Et ensuite, il faut le vivre exactement comme un process de sales. Il faut faire de la lead generation, il faut faire du setting et il faut faire du closing. Et le problème, c'est que trop souvent, les entrepreneurs essaient de faire que du closing. Regarde le nombre d'entrepreneurs qui te contactent pour lever des fonds et qui commencent par « je cherche à lever des fonds ». Ils ne t'ont pas seté, ils n'ont pas compris ton besoin, ils ne savent pas qui tu es et ils sont déjà dans la vente. Et ça peut être frustrant parce que quand tu es entrepreneur, tu vas aller vite dans une levée de fonds. Mais malheureusement, pour faire une bonne levée de fonds, il ne faut pas aller vite, il faut aller bien. Parce qu'il y a 2 risques dans les levées de fonds bâclées. C'est un, de finir avec les mauvais investisseurs. Et quand tu finis avec les mauvais investisseurs, c'est très dangereux. Parce que l'investisseur, c'est un mari ou une femme dont tu n'as pas le droit de divorcer. Il n'y a pas de divorce dans ce monde-là. C'est trop dur. Les avocats, ils disent oui, il y a des clauses de séparation, machin. Mais n'importe quoi. J'ai jamais vu ces clauses-là marcher. Il y a trop d'émotions, les gens se tapent dessus, il y a trop d'argent en jeu. Non, donc il faut faire très attention à qui on parle. Il faut prendre son temps à bien qualifier
les gens à qui on parle. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on ne fait pas le bon process, on ne se rend pas compte de son vrai prix. Parce que ça, c'est un autre aspect, c'est le price discovery. C'est que les gens décrètent leur valorisation alors qu'il faut découvrir sa valorisation. On découvre sa valorisation en faisant vraiment le travail de parler à beaucoup de gens. Et moi, un de mes travaux à The Family en levée de fonds, c'était de forcer les entrepreneurs à parler à beaucoup de gens et dans un temps très réduit. Alors, on avait plein de façons pour leur faire ça. On leur présentait des gens, on avait des listings, on les aidait à faire des bonnes campagnes de cold email. Mais fondamentalement, notre but, c'était absolument qu'ils parlent à tellement de gens que le price discovery était naturel. Parce que si tu parles juste à une personne et tu fais un deal dans un coin, tu n'as jamais la garantie qu'en fait, tu as fait le bon deal. Je t'écoute. Yeah. Bah, c'est tout. C'est déjà bien. Je comprends. Je pensais que tu voulais poursuivre. Je comprends. Puis au niveau du setting, du closing, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le setting et le closing, surtout dans les formations high ticket, dans les ventes du high ticket, souvent on va aller chercher un trafic et piquer la curiosité de ces gens qui sont intéressés. Par la suite, tu prends tout le data, tu filtres avec un setter qui va poser des bonnes questions pour savoir est-ce que ça vaut la peine pour cette personne, est-ce que ça vaut la peine pour nous d'investir à aller plus loin sur les informations. Et à la fin, ben, on close. Un closer vient vraiment vendre, donner une solution au problème du client. Maintenant, sachant cette formule, au niveau du levée de fonds, tu dis que c'est la même formule. Techniquement, on pourrait faire un funnel pour dire, hey, écoute, j'élève des fonds pour cette compagnie. Voici, je mets du trafic, je mets de la publicité Facebook, puis après ça, je commence à aller chercher ce trafic pour set et close. Donc, est-ce que c'est une méthode que tu utilises au niveau de raising money? Exactement. D'ailleurs, c'est une méthode très sous-estimée qui marche vraiment très bien, en fait. Des funnels pour lever des fonds. Exactement. Et ça montre aussi que l'enjeu pour tout entrepreneur, c'est d'être connu dans son marché, d'être connu des investisseurs, d'être connu des VC, pour que le funnel et le top of funnel soit le plus gros possible, en fait. Il y a une vraie corrélation entre la capacité à lever des fonds et le fait d'être vraiment, vraiment, vraiment gros en top of funnel. Et le funnel peut être ton Instagram, il peut être ton Facebook, ça peut être tes réseaux sociaux où tu mets tes stories sur qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher, quoi. C'est ça. Exactement. Parlons je pense que ça me donne une très bonne idée. Je pense que ça aide également aux individus de savoir c'est quoi la base d'aller chercher les fonds. Pour toi, Oussama, étant dans le domaine depuis une vingtaine d'années, quelles sont les qualités essentielles pour réussir en tant qu'entrepreneur? Parce que tu as dit au départ que tu as eu énormément de cicatrices, que tu t'es levé plusieurs fois, right? Et en écoutant un peu tes balados, tu as eu des moments difficiles. Puis encore là, tu es debout, tu es là à Dubaï, tu recommences à zéro, à zéro. Comment tu gardes pour rester heureux, d'avoir un certain espoir, sachant ton parcours? Bah, en fait, je pense que il faut valoriser le voyage plus que la destination. Quoi qu'on en dise, de toute façon, le succès dans l'entrepreneuriat, la part de chance est réelle. Enfin, moi, je l'ai vu autour de moi. Alors, évidemment, la chance baisse dans le temps puisque la consistance amène la chance. Mais il y a toujours des moments où le résultat, il n'est pas dans tes mains. Par contre, ce qui est dans tes mains, c'est le plaisir de travailler et le plaisir du craft. C'est pour ça qu'il faut prendre la posture du créateur. Toi, en tant qu'entrepreneur, ton métier, ta mission, c'est de résoudre des problèmes et de donner le meilleur de toi-même pour résoudre ces problèmes. C'est ça, en fait, être entrepreneur. Et pour ça, tu peux faire un produit, tu peux faire un service, tu peux faire tu vois, une équipe, du machin, mais tu dois prendre la posture du créateur, celui qui crée, qui réalise et qui met toute son énergie, toute son âme, toute son aura dedans. Après, ça marche pas, ça, il n'y a que les dieux qui décident. Et si tu as si tu as besoin du résultat
pour avoir le plaisir de la création, ça marche jamais très longtemps. Tu t'épuises toujours très vite. Et moi, tu sais, il y a des projets sur lesquels j'ai travaillé qui n'ont pas marché. Et évidemment que j'ai des projets sur lesquels j'ai travaillé qui ont marché. Mais dans mon top 10 de moments de ma vie, il y a autant de moments où j'ai travaillé sur des choses qui ont échoué et j'ai pris un plaisir de fou à travailler dessus que des choses qui ont réussi. Parce que être porté par le résultat, c'est extrêmement toxique. Ça veut dire que tu ne fais pas les bonnes choses et surtout, tu ne sais pas si tu avais fait plus, tu n'aurais pas eu mieux en fait. Parce que c'est l'énergie de la méthode qui finit par te faire découvrir des choses auxquelles tu n'aurais pas imaginé. Je comprends ce que tu veux dire. Puis, avec les, ce que tu as compris à travers ton parcours, c'est que c'est de trust the process et de vivre l'expérience du quotidien au lieu du résultat final. Puis, Ouais. ce que tu as aussi mentionné, c'est que tu as eu beaucoup plus de plaisir à travailler sur des startups qui n'ont pas nécessairement réussi que tu as eu le fun pour des compagnies qui ont réussi. C'est bien cela? Exactement. Maintenant, si tu devais retourner en arrière et donner un conseil avec toute ton expérience et avec lui qui débute dans ces compagnies, qu'est-ce que tu lui aurais donné comme conseil? Le conseil que je donne tout le temps à tout le monde, c'est la patience. Il y a malheureusement le storytelling, le storytelling qu'on est en train de vivre dans le monde de l'entrepreneuriat, et notamment à cause de YouTube, etc., c'est le overnight success. Et c'est normal parce que toute histoire a l'air d'être un overnight success. Mais ça n'existe pas les overnight success. Ce qui existe, c'est le commitment pendant des années et des années. Et c'est pas parce que les histoires sont enthousiasmantes, incroyables. Tu vois, là, par exemple, il y a tout un débat aux États-Unis des boîtes qui sont passées de 0 à 100 millions de chiffre d'affaires en un an. Ouais, il y en a Et beaucoup. donc, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans mon portfolio qui disent ah, mais je veux plus travailler parce qu'en fait, moi, ma boîte, elle vaut pas 100 millions au bout d'un an, donc il vaut mieux que je fasse une autre boîte. J'arrête celle-là, etc. Non, outliers are important, enfin, les outliers are important, mais c'est pas, ils ne représentent pas 100% de la situation. Et c'est vrai que il faut pas confondre l'exception et la norme, en fait. Alors, c'est vrai que c'est rageant, tu as envie d'être celui qui fait 100 millions en un an, mais ça, encore une fois, il n'y a que les dieux qui décident. S'il y avait une méthode sûre où il suffit de travailler et tu connais le résultat, bah, tout le monde la ferait. Mais il faut avoir un peu de modestie et un peu d'humilité. Avoir de la patience. Ouais, la patience, c'est très important. Puis présentement, Oussama, dans quel type de projet tu travailles? Apparemment, ce que j'ai lu, AI. Ouais, beaucoup de AI. Je travaille sur un SaaS pour faire un moteur de recherche en AI. Ça, c'est mon gros projet de l'année. C'est vraiment de réussir à créer l'outil de mes rêves. Parce que moi, je fais beaucoup de recherches documentaires. Je fais énormément je passe ma vie sur Google, en fait. Et je passe ma vie à prendre des notes, etc. Et je suis en train de me créer l'outil de mes rêves pour avoir une AI qui est capable de faire ses recherches comme moi. Parce que Perplexity, c'est cassé, ça ne marche pas. ChatGPT, même Deep Search, ce n'est pas un dixième de ce que j'imagine en UX et UI. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est quelque chose dont moi j'ai besoin. Et donc, c'est très, très, très efficace. Ensuite, le deuxième sujet qui est beaucoup plus, encore plus enthousiasmant, c'est de faire des dessins animés en utilisant l'AI. Donc, j'ai plein d'idées, moi, d'histoires que j'aime raconter, etc. On a créé les Gloops, qui est une première franchise qui utilise l'IA pour produire. Cette année, je vais en lancer 4 autres. Évidemment, l'IA permet de tester des choses à beaucoup moins cher qu'avant. Et ça, c'est très, très, très enthousiasmant. Et le troisième grand thème, c'est l'immobilier de luxe. J'ai une passion. J'ai construit un hôtel en Normandie avec Christophe Delaune, qui a été élu un des 10 meilleurs small hotel luxury du monde l'année dernière par SLH. Et on veut recommencer à Dubaï des projets immobiliers d'exception parce que c'est la ville où on comprend le mieux l'immobilier de luxe. Au niveau du AI,
tu travailles sur plusieurs projets actuellement. Est-ce que c'est trop tard pour les individus de rentrer dans l'AI comme certains y mentionnent, tu vois, au début dans les années 2000, si tu n'es pas déjà rentré dans l'Internet, tu étais un peu, tu as comme manqué le bateau, mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont réussi dans les années 2005, 2010 jusqu'à 2020. Encore aujourd'hui, il y a de la nouveauté qui est inventée avec l'Internet, quoi. Maintenant, avec AI, c'est très récent, quoi. On a commencé à discuter d'AI après 2020, je dirais, peut-être 2020, 2022, 2023. L'arrivée de ChatGPT, c'est ça qui a popularisé AI, je dirais. Puis du coup, du moment que AI et ChatGPT est arrivé, c'est là que tout le monde est un expert en AI, tout le monde est un gourou du AI. Alors, et là, certains disent qu'il y a un trop gros hype, il y en a d'autres qui disent qu'ils ont manqué le bateau. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ni l'un ni l'autre. Il y a toujours de la place, comme il y a toujours de la place pour entrer sur Internet. Il y a toujours de la place. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de place ou je sais pas quoi, ou que c'est saturé, c'est vraiment complètement à côté de la plaque. Maintenant, il faut absolument comprendre les enjeux. Les enjeux, c'est que ça va se passer application layer. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde est obsédé par le model layer, alors qu'en fait, l'argent, il est dans la spécialisation des AI et la spécialisation des UX. Et il y a vraiment un boulevard à faire là-dedans. Je pense qu'il va y avoir des milliers de startups intéressantes sur ce sujet-là. Au contraire, j'encourage vraiment les gens à se lancer maintenant dans l'AI. C'est vraiment une opportunité extraordinaire et c'est comme l'Internet, c'est sans fin. Il y a des milliers d'opportunités à bâtir. Comment distinguer AI et les robots, exemple? Il y en a qui disent que c'est AI, mais tu aurais pu faire ça avant l'ère de AI, simplement en utilisant la complexité de ce qu'on sait déjà. Alors, comment tu peux te distinguer? Parce que tout le monde, tous les CRM maintenant, de JHL, la Pipedrive, tout le monde a une intégration AI. Right? Donc, est-ce que tu as un truc pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a peut-être pas l'expérience de comment distinguer AI et les robots automatisés? En fait, je pense qu'il ne faut pas essayer de distinguer, il faut juste regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas et trouver des choses qu'on a envie, tu vois, en fait. Je pense que les gens se posent trop de questions techniques alors qu'en fait, c'est vraiment des questions d'usage. Et il faut foncer en termes d'usage. Donc, faire confiance à son utilisation et surtout utiliser les choses. Et beaucoup trop de gens sont passifs sur le côté à regarder au lieu d'utiliser les technologies. Et en fait, il faut mettre les mains dedans, il faut tester des choses, il faut être curieux, il faut être passionné, en fait. Parce que sinon, c'est des révolutions que tu subis, tu es sur le côté avec ton esprit critique, et puis la vague, elle passe et tu as été noyé, quoi. Intéressant. Maintenant, parlons d'un de tes séminaires qui m'a vraiment piqué mon attention, c'est comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je pense que j'ai vu un titre qui intitule 0 à 10 000 $ par mois. Est-ce que tu as déjà fait un séminaire là-dessus, de 0 à 10 000 $ par mois? Ouais, exactement. Alors, dis-moi, pourquoi, est-ce que d'abord, est-ce que c'est facile d'atteindre 0 à 10 000 $ pour quelqu'un qui nous écoute, là, qui n'a pas nécessairement ses chefs, il est salarié et il travaille pour un entrepreneur ou travaille pour un boss? Est-ce que c'est aussi simple d'atteindre de 0 à 10 000 $, justement? C'est extrêmement simple, mais c'est extrêmement long. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'en fait, la bonne image mentale, c'est quoi? Imagine que je te donne les ingrédients, la recette, le four pour faire un gâteau au chocolat. OK? Mm-hmm. Et imagine que je fasse la même chose avec 1000 élèves. Il y a un mec, la première fois qu'il va faire un gâteau au chocolat en suivant la recette, ça va être le meilleur gâteau au chocolat que tu as jamais mangé de ta vie. Il y a un mec, il va brûler le gâteau, il va brûler la cuisine, il va faire n'importe quoi, et à la fin, personne n'aura de gâteau au chocolat. Et entre ces deux mecs, il y a une courbe de Gauss
de la moyenne des gens qui vont faire un gâteau moyen parce que c'est le premier gâteau. Si on leur fait répéter, imagine, on les met tous en prison pendant 30 ans. Et tous les jours, on leur donne des coups de bâton pour qu'ils fassent du gâteau au chocolat tous les jours. Et bien, petit à petit, la courbe de Gauss, elle va aller comme ça vers la qualité. Si tu avais le droit d'enfermer 1000 prisonniers et que tous les jours, tu leur donnais des coups de bâton s'ils ne font pas de gâteau au chocolat, tu aurais sans doute la meilleure pâtisserie de gâteau au chocolat du monde au bout de 10 ans. Et sur les 1000 personnes, le mec qui a brûlé la cuisine le premier jour, il fera un bon gâteau. Et le mec qui était extraordinaire, il va faire des gâteaux interstellaires. Et tous les autres, ils vont monter avec lui. Et le problème, c'est que dans la vraie vie, on n'est pas en prison, il n'y a pas de bâton. Donc, qu'est-ce qui se passe? On donne les ingrédients, on donne les recettes. Il y en a un qui réussit, il devient l'exemple qu'on montre tous en marketing. Je te présente Bob, il a gagné 10 000 $ en 2 jours grâce à ma méthode. Ensuite, on cache Gérard qui a foutu le feu. Lui, on met un rideau, on dit surtout, il ne faut pas le voir. Et les mecs au milieu, ils sont en mode ah, c'est une arnaque, je ne suis pas bien, c'est pas le truc. Mais la vérité que personne ne veut faire en face, c'est qu'il existe des méthodes pour gagner de l'argent. Ces méthodes, elles ne sont pas difficiles intellectuellement, elles sont dures concrètement. Et comme faire une recette de gâteau au chocolat, je peux te donner la recette, tout le monde comprend la recette. Mais réussir à réaliser la recette, ça demande quelque chose dans les mains que tout le monde n'a pas. Mais si tu le refais, que tu le refais, que tu le refais, tu finis par y arriver. Et c'est là où les gens se découragent trop vite, trop simplement, parce que s'ils ont le malheur de ne pas être doués pour faire ça, ils ne comprennent pas à quel point il faut recommencer et recommencer jusqu'à ce que ça marche. Et non pas, et le problème, d'ailleurs, quel est le problème? Tu fais du e-commerce. Tu achètes une formation e-commerce. On te dit, voilà, 20 étapes pour faire une boutique. Tu fais les 20 étapes, tu fais une boutique, tu ne gagnes pas d'argent. Qu'est-ce que 99% des gens dans cette situation, ils font? Ils vont faire de la crypto. Après, ils vont faire de la crypto, ils perdent leur argent. Ils vont faire quoi? Ils vont faire du trading. Après, ils perdent leur argent en trading. Ils vont faire quoi? Ils vont faire du coaching. Après, ils perdent leur argent en coaching. Ils vont faire quoi? Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il faut choisir avec le cœur le domaine. On peut gagner de l'argent en crypto. On peut gagner de l'argent en trading. On peut gagner de l'argent en e-commerce. On peut gagner de l'argent en coaching. On peut gagner de l'argent de plein de façons. Mais une fois qu'on a choisi, qu'on a fait la méthode, qu'on a acheté la formation et que ça n'a pas marché, il n'y a qu'une seule chose à faire, recommencer. Et moi, tous les gens que je connais en e-commerce qui ont fait une formation, qui ont réussi, c'est des gens qui ont ouvert 10, 15, 20 boutiques avant d'avoir du succès. Personne n'a du succès sur sa première boutique, à part de temps en temps un Bob qui passe par là et qui a un coup de grâce, un coup de, tu vois. Parce que les gens ne veulent pas faire face au fait que sur Terre, il y a des gens qui sont touchés par la grâce. Hein. Enfin, il y a des gens, ils sont touchés par les dieux. Quoi qu'ils fassent, ça marche. Ils ont quelque chose de naturel, quelque chose. Mais ce n'est pas la norme, en fait. Et encore une fois, il faut avoir l'humilité de ne pas se comparer. Ce qui compte, c'est pas. Et tu vois, après, moi, je tombe sur ces gens-là qui me disent oui, c'est quoi le bon domaine pour gagner de l'argent? Et il n'y a pas de bon domaine pour gagner de l'argent. Moi, l'un des mecs les plus riches que je connaisse de ma vie, il vend des allumettes en Inde. Ah oui. Il est milliardaire, c'est un de mes voisins ici à Dubaï, il vend des allumettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un fou furieux, depuis 40 ans, il fait que ça, il le fait bien, il a démarré dans la rue à vendre des allumettes dans la rue, puis après il a eu une boutique, après il a eu un tabac, après il a eu une usine, après il a commencé à racheter les autres usines, après il a fait la plus grosse usine des usines, etc., etc. Fascinant, fascinant, fascinant comme histoire. C'est vrai que si avec la répétition, puis ne jamais abandonner, tu peux certainement aller plus loin. Mais dis-moi, les formations, là, c'est l'ère aussi des formations. Il y a beaucoup de gourous qui montent des formations. Et il y en a beaucoup qui donnent une bonne formation, qui donnent les bonnes bases de pouvoir réussir dans, exemple, la crypto ou, exemple, c'est quoi l'autre exemple là? La crypto, le trading, par exemple, ou le e-commerce. Mais l'autre chose qui est importante, j'aime vraiment la comparaison que tu as faite de mettre tout le monde en prison puis les fouetter pour que ces gens-là, ben, ils se redressent un peu. Ça veut pas, si tu regardes
les gens qui ont une grande réussite, ils ont une discipline féroce et ça vient très loin. Ça vient de leur enfance, de comment ils ont été élevés, d'un parano qu'ils ont vécu, d'une situation qu'ils ont vécue qui en fait en sorte qu'ils sont un peu différents des autres. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui sortent, par exemple, et c'est souvent statistiquement prouvé que quelqu'un qui sort de l'armée ou du militaire, ils ont une meilleure discipline que les autres. Alors, tu as complètement raison. Si on met tout le monde en prison puis on les fouette pour pouvoir les redresser, ils vont certainement le faire. Maintenant, pour parler du parallèle, si on fait du coaching, il y a une chose de donner toutes les informations dès le départ, mais s'il n'y a pas de l'accompagnement, s'il n'y a pas du mentorat, s'il n'y a pas de accountability, ben ça va être difficile. Ça va être difficile. Même moi, des fois, ça m'arrive encore aujourd'hui. J'apprends une nouvelle chose, mais si tu n'as pas de constance, une constance, répétition, des gens autour de moi qui en parlent, d'accompagnement, ben ça va être beaucoup plus difficile. Donc, es-tu d'accord avec moi, Osama? Qu'une bonne formation, ça demande du mentorat, ça demande de l'accompagnement. On ne t'entend plus, là. Et là, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Ah. Oui, je disais, je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai. Puis, au niveau de, est-ce que toi, là, tu vends-tu des formations actuellement? Oui, j'ai une formation qui s'appelle Business Pro, qui forme les gens à créer un business avec l'IA. Avec l'IA, excellent. Alors, on est presque à la fin du podcast, Oussama. Pour en terminer, je voudrais savoir, tu as accepté de venir à Montréal septembre, le 17, 18, 19 septembre, où il va y avoir 1500 personnes, 1500 entrepreneurs qui vont venir assister à une des plus grandes conférences en Amérique, au Canada. Et la raison pourquoi j'ai monté cette conférence ultime, c'est parce que, d'abord, Montréal, on n'a pas ce genre de conférence qui se passe d'année après année. Donc, je voulais avoir cette attention internationale. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu connais des noms comme Grant Cardone, Patrick Bet-David, ce monde-là. Surtout aux États-Unis, surtout nous, les Canadiens, étant donné que la frontière est juste à côté, on va vers eux pour pouvoir assister à ces conférences. Je ne sais pas à quel point vous avez ce genre de conférences au Dubaï ou en France, mais notre objectif, c'est que Montréal devienne la destination année par année où j'amène des Oussama, où j'amène des Tony Robbins ici à Montréal pour que tout le monde puisse bénéficier. Puis aussi, ça va amener une certaine attraction touristique à notre ville, Montréal. Je pense que tu as déjà été à Montréal, tu m'as dit il n'y a pas longtemps. Alors, pourquoi tu as décidé de faire, Oussama? Tu n'étais pas obligé? Pour 3 raisons très simples. D'abord, ça me fait très plaisir de découvrir un nouvel écosystème. La deuxième chose, c'est que ça me donne une bonne raison de venir voir ma sœur. Et puis, la troisième raison, j'aime beaucoup ton travail et je suis sûr que la conférence va être géniale. Donc, tu vois, franchement, la question qu'il faudrait plutôt poser, c'est pourquoi il faudrait dire non avec une telle offre, en fait. J'apprécie, Oussama, j'apprécie. Puis, moi, ce que je veux montrer aux gens durant la conférence, c'est des gens qui sont déjà des action takers. Donc, je dirais que la majorité des entrepreneurs qui vont être là, c'est déjà du monde qui ont du succès dans le domaine. Donc, on va beaucoup parler de comment aller à un autre niveau. Right? Et donc, un des sujets que j'aimerais qu'on aborde avec toi, Oussama, c'est bien sûr ta spécialité actuellement. C'est bien sûr parler de ton parcours, mais aussi du AI. Donc, si tu peux glisser un petit mot là, je sais que je te lance ça comme ça, puis ça n'a pas été discuté avant, mais pourquoi les gens devraient t'écouter à cette conférence sur le AI? Je pense pour une raison extrêmement simple, c'est que j'utilise moi-même tous ces outils au quotidien. C'est pas théorique chez moi, je suis pas un consultant en AI. Je suis vraiment en train de bâtir des business qui n'existeraient pas si l'AI n'existait pas. Et je l'ai fait de façon quasi systématique. J'ai fait un fonds d'investissement en AI. Je gère mon VC pipeline en AI, je gère mes dessins animés en AI, je gère toutes nos deals immobiliers en AI. Et en fait, vraiment, je suis en train de fusionner avec l'AI. Et donc, je
pense que dans la vie, quand on veut s'intéresser à un nouveau sujet, il faut toujours écouter les gens qui sont le plus skin in the game. Et de ce point de vue-là, je pense être très, très, très skin in the game. Amazing. Tout ce que ça prend, c'est une information, une idée pour changer ta vie, changer ta carrière, changer ta business. Alors, cette conférence va avoir énormément de personnes avec des chiffres d'affaires monstrueux qui vont venir partager leur expérience, leur parcours de vie. Comme Oussama, j'ai très hâte. Élevé 17, 18, 19 septembre. Oussama, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir inspirés. Il y a beaucoup qui ont appris à te connaître pour la première fois. Il y en a d'autres qui ont appris à te connaître encore plus avec cette podcast, parce que beaucoup de tes podcasts, j'ai écouté, c'est un peu plus ton lifestyle, comment tu es polyamoureux, comment tu es ci, comment tu es ça. Alors aujourd'hui, on a parlé vraiment de business, puis je pense que l'audience va adorer ça. Merci encore, Oussama. Merci, Shojo.